Je vais vous demander à tout le monde de vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous remercie d'être tous venus ce soir pour la première conférence qu'organise l'Association des Marocains étudiants en architecture, l'AMEA, sous la thématique de quelle architecture pour un Maroc en mutation. Je vous présente donc juste à mes côtés mon ami et collègue Reda Chenen, étudiant en architecture à Casablanca. Bonsoir tout le monde, je remercie Ben Abdallah Sloa, étudiante à Paris. Donc en premier lieu, je tiens à remercier tous les étudiants qui sont ici présents, et nombreux, et surtout les professionnels du métier, ici présents aussi, et nos sponsors, Aluma, Ménastil, SEDEC, Regard, Ordre National, et nos partenaires médias, Amush, et Architecture du Maroc, et bien sûr Hit Radio. Donc j'enchaîne directement sur la présentation des équipes. Donc on est tous reconnaissables avec nos écharpes rouges. Donc sur la droite, on a les équipes Casa, Rabat et Paris. Je vous demande tous d'applaudir très fort parce qu'ils ont fait un grand travail pour réussir cet événement. Et je voudrais particulièrement vous présenter notre présidente Meriem El Gharari, ainsi que notre présidente déléguée du Maroc, Camélia Benani, qui forment, je précise, un duo de choc. Elles sont sur tous les fronts, tout en téléphone Paris-Rabat, donc la facture. D'où la facture très salée. Voilà. Donc on vous laisse la parole. Donc ils vont nous présenter en fait l'association pendant un petit quart d'heure. Je vous laisse la parole. Donc merci à tous d'être venus. Donc Meriem El Gharari, Camélia Benani ici présente. On va donc vous faire une petite présentation de l'association avant de donner la parole aux protagonistes de la soirée, que sont nos intervenants qui vont répondre à notre thématique. Donc voilà, Camélia, je t'invite. Alors, vas-y, je t'en prie. L'AMEA, Association des Marocains étudiants en architecture, a pour ambition de rassembler tous les étudiants marocains en architecture dans le monde. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est de pouvoir s'adresser à tous les étudiants. On est très fiers d'être les premiers. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes assez nombreux entre la France et le Maroc, mais nous essayons de recruter un maximum d'étudiants et on va vous expliquer les stratégies de l'association plus loin. Au début, c'était une idée. Aujourd'hui, c'est un défi pour nous que de concrétiser ce projet-là de cette association qui prend donc une ampleur et une dimension internationale. Alors, la présentation va consister à répondre à 3 questions. Ces questions sont pourquoi AMEA, pourquoi cette association, qu'est-ce que AMEA, et donc on va vous présenter un peu qu'est-ce que l'on fait et pourquoi nous avons fait cette conférence, et enfin qui nous sommes. Et on va vous dire pourquoi et comment et que constituent ces équipes. D'abord, pourquoi AMEA? On a fait un constat, n'est-ce pas Camélia? Un manque de réseau. Justement, un manque de communication. Et un manque d'orientation. Au final, ce constat-là, bien des problèmes, nous a donné 3 objectifs. Pour pallier au manque de communication, de réseau et d'orientation, nous avons donc établi 3 objectifs qui sont aujourd'hui l'échange, l'information et l'accompagnement. Ce sont donc les 3 objectifs de l'association. L'échange, vas-y, je t'en prie. L'information, c'est l'accompagnement. Ce sont les 3 mots, les 3 maîtres mots de notre association qui ne cessent de se répéter à chaque fois. Donc voilà. Faciliter la tâche en parlant. Ah, merci. Alors, l'échange. L'échange, l'objectif était de créer donc une plateforme d'échange pour pouvoir permettre aux étudiants de côtoyer le monde professionnel à travers des conférences, à travers des débats, à travers des rencontres, à travers des forums, des expositions, des galas, mais aussi des voyages. L'information, donc notre but, c'est de rendre compte un peu de ce qui se passe dans le monde en termes d'actualité architecturale, mais nous ne sommes pas pros, donc on se chargera de vous rediriger vers des professionnels en la matière. Par contre, de l'information en ce qui concerne les cursus scolaires, les orientations, les parcours et enfin l'accompagnement. Notre objectif, c'est de vous donner une plateforme de données, une banque de données en tout ce qui concerne des fiches de cours, des fiches de méthode, des modèles de lettres de motivation, CV, book. On accompagne tous les étudiants et partout dans le monde. Donc l'avantage, ça sera d'avoir des fiches de cours de tous les cours possibles à l'international et pouvoir profiter des cours que l'on n'a pas la chance de recevoir dans notre formation personnelle. Donc au final, pour être très clair, donc on a 2 modes d'action, à savoir un site internet qui va très bientôt être mis en ligne sur lequel on travaille, un groupe Facebook qui a atteint aujourd'hui 650 membres, qui est très actif, et enfin des conférences comme celle-ci, des conférences, des voyages, des formations, donc des échanges en direct. Mais pour être encore plus précis,
Alors, on vous a préparé ce qu'on appelle des lignes directives. C'est la charte de l'association. Nous avons un agenda, nous traitons d'actualité, nous avons mis en ligne des bibliothèques, nous avons ça part un peu trop vite là pour moi. Nous avons donc une matériothèque que l'on mettra à disposition et où l'on stockera tous les éléments de nos sponsors, mais également des matériaux marocains que l'on considère qu'il faut mettre en valeur auprès de tous les étudiants à l'international. En ce qui concerne l'échange, donc on aura des cours, on aura des banques de données sur les parcours, des conférences et donc des rencontres. Et enfin, ce qu'on appelle AMEA Formation, et ça nous sommes très fiers d'en parler aujourd'hui, nous allons collaborer avec des agences d'architecture qui vont proposer des formations spéciales aux étudiants. Nous allons organiser tout ça, mettre en place. Profiter de certaines formations qui sont données à l'étranger ou au Maroc pour pouvoir établir un échange. De l'orientation, nous avons déjà intervenu au lycée Louis Massignon de Casablanca, où nous avons orienté les élèves de terminale sur les études d'architecture. Nous leur avons proposé plusieurs profils, des profils des étudiants qui sont donc au Maroc, des profils d'étudiants qui ont fait des échanges et des profils d'un peu partout, notamment en France et en Espagne. Et enfin des workshops et des voyages, mais ça c'est un peu plus tard dans l'année. Enfin au final, vous voyez bien, tout est clair et précis. Nous avons au final 12 points importants à traiter et qui retombent au final sur nos 3 objectifs, l'information, l'échange et l'accompagnement. Nous sommes une association française, et oui, c'est un peu délicat pour tout le monde, mais on a eu l'idée en France. Aujourd'hui, on est hébergé, on est sous la loi de 1901 et nous par contre nous agissons comme je vous ai dit à l'international. Nous sommes hébergés à la MIE. La MIE, c'est la Maison des Initiatives des étudiants. C'est un organisme qui nous encadre, qui accompagne toutes les associations, qui nous donne des formations de qu'est-ce qu'un président, qu'est-ce qu'une trésorière, qu'est-ce que d'ailleurs nous avons une personne spécialisée qui assiste à toutes ces formations de la MIE, et c'est donc des personnes qui nous suivent, qui checkent nos comptes régulièrement et qui sont très bénéfiques pour nous, parce qu'ils nous aident à concrétiser ce projet dans lequel nous avons 0 expérience. Enfin, donc c'est une association, comme je vous ai dit, à l'international. Et puis, pour répondre à la question de qui nous sommes, D'abord, excusez-moi, le programme de l'association pour faire rapidement. Donc, comme vous avez vu, plusieurs dates, des présentations à Paris, à l'ENA, des conférences à Casablanca, et puis des conférences prévues et des débats à Rabat également, mais à Marrakech au courant de cette année 2012. Nous comptons sur vous pour nous aider à concrétiser tous ces projets comme celui de ce soir. Et puis, je pense que c'est un planning assez général et pas très spécifique par pays, et on s'attardera à vous laisser sur le site web chaque événement spécial à chaque pays pour ne pas se perdre. Et donc on en arrive donc à qui nous sommes, et c'est Camélia qui va prendre. Et aussi pour le programme, on se chargera par la suite de vous faire un programme spécial Maroc. Là on passe à l'autre point qui est qui nous sommes. Nous sommes 9 membres fondateurs, dans le 8 comme vous le voyez sur la photo, et moi-même en nature. Voilà. 9e. Et en fait, là, comme Rima a dit, les 9 membres de l'association, c'est une idée qui est venue par 2 personnes d'abord, qui sont notre chère présidente et une vice-présidente qui est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui. Et bien sûr, en fait, on n'est pas que les 9 membres fondateurs, on est là tous ensemble réunis à cause du travail vraiment fourni par en fait tous les membres qui sont là avec nous. On arrive à nous reconnaître, j'espère, avec notre écharpe. Bon, on est une équipe à Paris, une équipe à Rabat, une équipe à Casa et des représentants dans toutes les écoles du monde en architecture. Là, à ce jour, on est à 33 personnes. Et c'est effectivement une stratégie que d'avoir des ambassadeurs et d'avoir un monsieur ou madame Améa dans chaque école pour lui permettre de s'investir avec nous et nous aider à pouvoir établir ces échanges entre les écoles pour permettre entre nous un réseau plus solide. Voilà. Donc l'association, je vais résumer en 2 mots, c'est une association qui a été faite par les étudiants, pour les étudiants, et qui ne peut avancer qu'avec les étudiants. Donc chers étudiants, on est tous là, on aimerait bien être main dans main pour qu'on puisse faire quelque chose pour l'avenir. Voilà. Et après, je parle, en fait, pour le moment, on est arrivé là aussi parce que il y a une organisation derrière tout ça. On est un bureau à Paris, donc président, vice-président, secrétaire général, trésorière, responsable événements et responsable communication. On est au Maroc, une présidente déléguée et une équipe à l'ENA et une équipe à l'EAC. On est quand même 10 personnes
au Maroc qui sont là pour cette association. Donc voilà. Et après, au final, on est un site web, un contact, une adresse, donc en France, probablement bientôt et pourquoi pas, on verra au Maroc. 2 numéros de téléphone, manque celui encore du Maroc, 00226. Justement, c'est en cours de construction pour le siège au Maroc, c'est pour ça, ça se voit que c'est en cours de téléchargement. Et un numéro en France. Donc voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, en plus de pouvoir concrétiser ce premier réseau mondial d'étudiants en architecture. Nous sommes très fiers de pouvoir avoir l'aide des professionnels et des architectes confirmés, comme ceux qui vont intervenir aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir faciliter la circulation de l'information, de pouvoir favoriser la mutualisation des expériences et du savoir-faire. Et pour parler plus précisément de l'événement d'aujourd'hui, et pour parler de la thématique d'aujourd'hui, ainsi que des intervenants qu'on a la chance d'avoir, je vais inviter la responsable communication, mademoiselle Benis Hiba, à me rejoindre. Alors, pour la première conférence de l'AMEA, Association des Marocains étudiants en architecture, nous avons choisi comme thématique « Quelle architecture pour un Maroc en mutation ?» Ce choix ne s'est pas fait au hasard. Nous avons consulté un certain nombre d'étudiants qui ont montré un grand intérêt pour cette thématique. D'autant que cette thématique à caractère très général va pouvoir donner lieu à un certain nombre de conférences qui seront plus spécifiques et très orientées vers un sujet en particulier. Les mutations que connaît le Maroc aujourd'hui dans une ère de mondialisation sont diverses et variées. Elles sont d'ordre économique, social, environnemental. C'est donc un sujet d'actualité et c'est ce qui fera toute la richesse du débat qui aura lieu après l'intervention de nos conférenciers. Nous sommes ravis au nom de toute l'équipe AMEA. Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur Benabdallah Fikri que j'invite à la... Les 2 associés de groupe 3 architectes, donc Monsieur Amak Tijani et Monsieur Skandar Ami. Et enfin, et c'est ce qui fait toute la particularité de notre conférence, un étudiant en architecture à l'ENA, Monsieur Omar Aitlasri. Cet étudiant va sûrement nous donner une image très particulière de la façon de concevoir le projet. Et donc, cette conférence va un peu donner un historique d'abord sur les mutations qu'a connu l'architecture au fil du temps. Et ensuite, nous aborderons la manière de concevoir le projet dans toutes ces étapes. Je vous souhaite une très bonne conférence.
C'est bon, là, je peux commencer. Là, là. Voilà, c'est ça. Voilà, l'inflation. Le deuxième à la suite du premier. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la première. Alors, on enlève le premier, et ensuite on enlève le second. C'est pas plus simple. Là, je les ai mis à la suite. Alors, atteignez la mutation. Non, c'est pas ça. C'est ça, attends. C'est vrai, c'est tu sais, on va ouvrir le dossier. C'est en ordre, totalement. Tu sais, laisse tomber. On va sur 1 et à 1. On est à 1, ensuite on est à 1. Voilà, c'est bon. Bien, je vous remercie pour cette présence à la conférence de l'AEMA. C'est une atmosphère qui ne m'est pas étrangère parce que je suis dans un monde que j'ai beaucoup côtoyé pendant 17 ans d'enseignement à l'école d'architecture de Rabat. Et je suis extrêmement heureux de ce magnifique potentiel qui s'exprime à travers ce type de rencontre, d'autant qu'aujourd'hui l'avenir appartient à cette génération. Vous êtes l'espoir, vous êtes l'exigence future, et nous avons le devoir de nous exposer à vous, de recevoir vos critiques, peut-être vos encouragements, mais en tout état de cause, l'avenir vous appartient. Et Dieu sait si, dans les conditions actuelles où on assiste à une situation triste, de déchirement, de vindicte, de destruction de l'appareil ordinal et des instances de gestion de la profession. Je suis, pour ma part, à titre personnel, impliqué avec d'autres anciens qui se retrouvent dans cette salle, dans Mohamed Ben Abdelil, impliqué dans une opération de sauvetage. S'il n'est pas professionnel, il est au moins moral, pour que cette profession continue à se développer, continue à représenter ce qu'elle a le devoir d'être au sein du corps social,
Et je pense qu'une contribution de cette nature et sa répétition dans les semaines ou dans les années à venir peut être un excellent support et peut constituer un effet d'alerte des attentes du corps professionnel. En tous les cas, merci du fond du cœur. Alors, l'exposé ne sera pas très long, je l'espère. Je vais l'axer dans deux directions. La première, c'est le processus de mutation. La mutation, c'est un phénomène qui peut être physique, qui peut être mental, moral, culturel, idéologique. Aujourd'hui, nous avons une toile de fond. La trame de fond, ce sont les bouleversements ou les évolutions de toute nature qui traversent le corps de la société marocaine. Cela est fondamental. Sur le plan politique, sur le plan institutionnel ou constitutionnel, sur le plan de la revendication ou des revendications des jeunes, sur le plan du positionnement du corps social par rapport à un certain nombre de revendications. Donc nous sommes un territoire en mouvement, en accélération, et il est évident que on ne peut pas être étranger, nous qui, modestement, il faut le dire, jouons un rôle clé dans le façonnement de l'espace, dans les lieux de vie, dans les établissements humains de toute nature. Nous sommes concernés de prime abord dans ces évolutions. Je le disais à l'instant, au moment où on a besoin de nous, nous ne sommes pas au rendez-vous. Nous sommes déchirés, nous sommes diffractés, nous ne sommes pas au niveau que requiert la situation actuellement pour apporter une contribution sereine, puissante, argumentée, notamment à tout ce qui se prépare actuellement en termes de politique de la ville, en termes de refondation des métiers et la akhiré. Nous ne sommes pas prêts et nous n'avons pas de forme de réponse. Nous avons connu de très belles années. Vous êtes peut-être en train de fabriquer à l'AMEA les belles années qu'a connues l'ordre des architectes dans les années 80, dans les années 70, à travers l'ANO, l'Association nationale des architectes et urbanistes. Et aujourd'hui, sachez que vous avez une responsabilité. Vous avez le devoir de l'accompagnement et de la maturation du débat concernant, non pas seulement la question de l'objet architectural, mais concernant, je l'espère, pour l'AMEA, les conditions de vie de façon générale, que ce soit le quartier, que ce soit la ville, la cité, le transport, l'emploi, un certain nombre de notions. Nous avons une responsabilité, elle vous revient, elle vous échoit de façon, en tant qu'étudiant, pas de façon peut-être directe, mais indirectement, vous êtes l'outillage de demain. Et même si on doit considérer qu'aujourd'hui, la valeur de votre propos doit se transformer, vous devez aider, sur le plan sociologique, à la transformation du rapport qu'entretient le citoyen marocain avec la notion de l'espace. Et que cette relation ne se résolve pas aux 50 mètres carrés de l'habitat social, mais que bien au-delà, le Marocain soit soucieux de son quartier, de sa rue, de l'entrée de son immeuble, de ses arbres, de tout ce qui constitue finalement son cadre de vie. Et là-dessus, naturellement, il y a un devoir d'accompagnement et de présence qui est considérable. Vous, les jeunes, vous avez cette force. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que c'est les jeunes qui ont fait bouger le Maroc. De bas en haut. Vous comprenez mon message? Donc, naturellement, cette dynamique, elle est d'actualité. C'est
c'est un processus de maturation, c'est un processus de mutation et qui, heureusement pour le pays, se déroule sans grande dispersion. Maintenant, sur le plan de la profession, de ce qui nous intéresse plus directement, j'ai parlé de la crise que traverse la profession. Je ne peux pas omettre la crise que traverse l'enseignement de l'architecture. Je ne peux pas naturellement incomber la crise à l'enseignement de l'architecture sans interpeller l'enseignement supérieur dans sa globalité. Nous sommes une partie d'un tout. Mais par contre, quand on examine la situation administrative que je juge personnellement injuste du statut de cet établissement et de la valeur de son diplôme, c'est quelque chose qui est fortement répréhensible. Quand je lis tous les matins à travers les colonnes de la presse la vindicte qui anime des clans d'enseignants au sein de l'École nationale d'architecture, avec un corps d'étudiants complètement désemparés, complètement abandonnés à soi, je pense que c'est déjà travailler contre l'avenir de l'architecture et de l'architecte. Donc, là aussi, le processus de mutation doit être appréhendé non pas seulement par rapport aux formes d'exercice qui sont les nôtres, qui sont ceux de mes camarades du groupe 3 et de bien d'autres dans cette salle, que je remercie par ailleurs, mais aussi dans cet outil stratégique qui est la formation de l'architecte. Nous prenons du retard. Et ce retard, il va falloir le payer un jour. On le payera probablement en termes de qualité, en termes d'aptitude et de compétences. Donc l'action à mener est urgente sur le front de la formation. Maintenant, pour me rapprocher du sujet qui nous rassemble, qu'est-ce que c'est que la mutation en architecture? C'est vrai que j'ai reproché à mes amis de la MEA de nous avoir servi ce terme que j'ai bien du mal auquel j'ai du mal à mettre en ordre. Ce que je sais, de par ma vocation d'architecte et de par l'enseignement que j'ai prodigué à l'École nationale d'architecture sur les courants architecturaux contemporains, et de par aussi la yunat li'atanillah, c'est que la mutation, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on observe. En tous les cas, en architecture, on ne peut pas faire autrement. L'architecture, c'est un processus cumulatif, historique, rattaché à des courants de pensée, rattaché à de la philo, à de la métaphysique, à de la culture, à des évolutions stratégiques de l'industrie, à une évolution des normes, à un cadre juridique d'élaboration des espaces et des territoires et des objets architecturaux. Donc, tout cet arsenal change, parce que la culture change, parce que les peuples changent, parce que les sociétés évoluent. Et naturellement, qu'est-ce qui exprime le mieux une société? C'est ses bâtiments. C'est l'usage qu'on fait à travers ces bâtiments, et puis les symboles qu'on cherche à magnifier ou à élaborer à travers les édifices. Et la mutation en architecture, elle est linéaire. Elle est linéaire, elle est rampante, elle est lancinante, mais pour les yeux avisés, pour les professionnels que nous sommes, pour les historiens, il y a des outils qu'on appelle la périodisation. On ne décrète pas un courant en architecture. Un courant s'élabore à travers sa capacité à
investir le champ de la philosophie, le champ de la pensée, le champ de la culture, le champ du débat, le champ de la profession, et puis il apparaît et de façon sous-jacente, excusez-moi, s'élabore un autre corpus, d'autres images, d'autres considérants, qui sont le nouveau courant. Mais il n'y a pas un T0, il y a une opération qui se tuile, et c'est pour ça qu'on arrive difficilement à observer ces mutations et la transformation de ces objets dans la rue. Parce que ce sont des phénomènes qui prennent du temps et qui se recoupent l'un et l'autre jusqu'à ce que le premier disparaisse et que le second prenne toute sa force, sa verve, etc., avant d'être évacué par un nouvel élan de pensée ou d'esthétisme ou de je ne sais quoi. Bien. Et là-dessus, le Maroc constitue un répertoire absolument fantastique. Il est puissant, il est fortement référencé, il est équilibré, il est organisé, il est symptomatique et évident dans l'espace, malgré le volume de l'habitat clandestin, des bâtiments, des dessinateurs et assimilés. Nous avons un champ d'observation et une structure de courant contemporain largement visible, mais malheureusement très peu étudié, très peu inventorié, mais aussi, ce qui est plus grave, très peu protégé. Combien de belles pièces de 200 mètres carrés, de villas, d'anthologies, de pierres de bonheur ai-je observé dans les rues de Rabat en démolition à 8 heures du matin un jour. Combien de fois? D'immeubles d'une qualité plastique, d'un référentiel subtil, démolis, on arrache d'abord sauvagement la menuiserie pour la vendre à la joutia du coin. Et peut-être aussi que le corps de la profession n'a jamais été véritablement suffisamment interpellé par ce type de situation, où des quartiers entiers, du fait de cette mutation spatiale, des quartiers entiers ont été complètement laminés pour être remplacés par des immeubles et l'arrière, sans qu'il y ait eu ce travail d'inventaire et de précaution, de sauvegarde de la mémoire. Et nous sommes en phase de régression et de perte de la mémoire. Nous avons déjà fait beaucoup de dégâts dans la trame de fond qui est la trame commune, qui est la trame ancestrale, le patrimoine, les qsour, la Medina de Fès, Meknès, de Rabat, et l'akhiré, et aujourd'hui, on s'acharne à casser l'autre versant. Et l'autre versant, c'est le patrimoine contemporain. Et quand je disais tout à l'heure qu'il était très puissant et encore présent, parce que le Maroc a toujours été un territoire de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, probablement sur le plan continental, le Maroc est bien en avance, bien en avant par rapport à la majeure partie des pays africains. Parce que nous avons une ère déterminée, qui est celle du protectorat français, où d'autres nationalités aussi ont réalisé, avec les Marocains, avec les techniciens marocains, avec les mains savantes du bâtisseur marocain, aussi, dans les rues de Casablanca, dans les rues de Rabat, à Meknès, ila akhiré, ce patrimoine qui a été confectionné à partir des années 20, des années 30, nous avons hérité de situations nouvelles, post-indépendance, même si des confrères marocains, et je qualifie tous les confrères, quelle que soit leur origine ou leur confession, de purs marocains, naturellement, c'est ma conception d'homme et d'architecte, nous avons eu une nouvelle
une nouvelle époque, de nouvelles promotions d'architectes. المرحوم مراد مبارك والعدد منهم, Jean-François Zévaco, notre ami commun c'est Omar Azaguri, et bien d'autres, et tant d'autres. Et naturellement, toute cette époque était, on va dire, je ne parle pas du plan du volume, de la commande, d'une époque économique dorée. Je veux dire que c'était probablement la belle époque où Casablanca bruissait des balles des architectes. Rabat tout autant, El Jadida, Kadelik, Tanger, cette espèce de magie que savaient créer les architectes entre eux et avec les autres. Et donc, avec cela, on a des promotions successives d'architectes qui ont, pour la plupart d'entre eux, dans les années 70 ou dans les années 80, été formés à l'extérieur, principalement en France. Et naturellement, quand on revient quand on porte en soi une formation qu'on a acquis à l'étranger, il est absolument normal et naturel, malgré qu'on porte en soi un certain nombre d'images, un certain nombre de vocations, un certain référentiel. Et il n'en demeure pas moins que si ma mémoire est bonne, parce que je suis passé par là, la majeure partie des architectes de cette époque, et bien après, ont tous travaillé sur des mémoires de fin d'études sur leur pays. Ils ont embrassé les problématiques spécifiques à leur pays et aux conditions de vie de leur société. Et donc, il n'y a jamais eu, la formation à l'extérieur n'a jamais été quelque chose qui est venu interrompre cette relation quasi filiale entre un fils marocain et son pays, la nation Maroc. Voilà. Donc, ensuite est intervenue une troisième vague, c'est l'ensemble des transfuges de l'École nationale d'architecture. Je me souviens qu'en 86, étant secrétaire général de l'Association nationale des architectes et urbanistes, on a décerné, à titre symbolique, des médailles ou je ne sais trop quoi, je ne sais plus ce qu'on a pu, ce que nos moyens nous ont permis à une première promotion. C'était une très belle promotion. C'était la première de l'École nationale d'architecture. C'était en 86 parce que l'École nationale d'architecture a ouvert ses portes en 80. Et aujourd'hui, ayant enseigné 17 années, je suis troublé souvent par le fait de rentrer dans un bureau à Tiznit ou Ayi Moudiria Kant et de retrouver, n'est-ce pas, Sibou Ayad, ces jeunes qu'on a formés ensemble et qui aujourd'hui ont pris les rênes de la gestion de l'espace, de la gestion du territoire, dans les agences urbaines, dans un certain nombre de situations administratives et très souvent avec beaucoup de compétences, et beaucoup de sacrifices parfois, parce qu'il n'est pas simple parfois d'assumer une mission administrative. Donc, pour revenir à l'objet architectural, comment, ce matin, j'ai fait avec quelques membres de l'AMEA un tour dans la ville de Rabat, que je connais bien, et il y a des bâtiments qui m'ont toujours interpellé. Ils m'ont toujours interpellé par leur caractère plastique, leur manière d'illustrer l'innovation des années 50, des années 40, des années 30. Et puis on va assister progressivement à une espèce de dépouillement de tout l'arnachement décoratif, consciemment, parce que tous les bâtiments traduisent une certaine période, traduisent un certain socle stylistique ou esthétique, et que
et qu'ils sont en rapport avec la formation ou l'évolution de courants architecturaux contemporains européens, avec naturellement toutes les précautions qui, dans ces années-là, ont permis à des architectes français ou espagnols ou portugais ou crétois, parce que n'oublions pas que cette corporation était bigarrée, était très riche en nationalités, et c'est probablement ce qui fait la richesse du patrimoine casablancais ou du patrimoine de Rabat. Donc n'oublions pas que progressivement, on va le voir sur ces images, il y en a quelques-unes, les bâtiments se sont dépouillés de tout cet harnachement pour jouer plus la morphologie, le volume, les avant-corps, les claustras, les systèmes horizontaux, ou bien les systèmes verticaux, ou bien le détachement du sol. Et aujourd'hui, il est encore temps, peut-être, de procéder à cette reconnaissance et à cet inventaire. Je sais qu'à Casablanca, heureusement, grâce à Rabat, à Casa Mémoire, la tâche est entamée. À Rabat, malheureusement, nous sommes très en retard. Bien. Alors, on va voir quelques images sur la ville de Rabat qui traduisent parfaitement toutes les formes de mutation opérées sur les bâtiments. Et ensuite, je vous proposerai, et vous m'en pardonnerez, de vous exposer ce que j'ai pu faire en 20 ans. Je le fais devant vous de manière très, très humble, avec la plus grande des modesties. Mais je pense que vous saurez déceler à travers ce travail comment un architecte formé à l'étranger, portant une certaine dose de militance, n'est-ce pas, c'est Abdelrafet, et puis très attaché à son travail et à son écriture, a pu subir, peut-être parfois malgré lui, un certain nombre d'influences et un certain nombre d'évolutions qu'on saura lire. Et j'ai volontairement, j'ai pas mis d'ordre, il n'y a pas de thème dans les projets que je présenterai, il y a simplement une évolution dans le temps. Et vous saurez reconnaître à quel point cette architecture a évolué dans un sens ou dans un autre. Bien, voilà quelques immeubles à Rabat, notamment sur Hayr Riyad. Il y a, dans cette espèce de parcours, on a commencé à 8 h du matin, et puis véritablement, ces images sont au gré de ce que nous a permis de faire le temps et les parcours à travers la ville. Donc il n'y a pas d'effort de datation, mais vous verrez, vous comprendrez que ce bâtiment-là n'a pas été édifié dans les années 40 ou dans les années 50, hein, et qu'il date de 5 à 6 années. Vous saurez faire la différence. J'éviterai peut-être de citer le nom des architectes. Ceux que ça intéresse peuvent me demander de qui il s'agit. C'est Abdelrahim, puisque tu es là, on ne va pas... Alors moi, quand je vois ces images, regardez cette image, on la doit à notre cher ami Abdelrahim. Je pense qu'on est bien. Et je pense qu'il faut franchement être... Il faut savoir mesurer qu'il y a beaucoup de compétences dans le métier. Il y a beaucoup de verve quand on veut. Et il ne faut jamais se cacher derrière des contraintes administratives, des contraintes financières, des contraintes... Parce que la qualité en architecture, elle peut se faire sur 100 mètres carrés. On peut faire des pièces absolument délicieuses, on peut faire des écrins de beauté sur 100 mètres carrés. Et on n'a peut-être souvent pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Le ministère des Finances, la Tour Maroc Télécom, le Riyad, le Maï, Hayr Riyad, l'hôpital d'enfants. Ça, c'est à vous, n'est-ce pas? La Poste. Alors, quand on voit ça, on voit la Poste, on est dans une écriture des années 30 ou des années 40, et puis subitement,
on voit que, étrangement, cette écriture est remise à flot dans les artères de Rabat. On s'interroge. Alors ensuite, on va voir que des bâtiments commencent non plus à juger, à s'exprimer par des valeurs décoratives, d'encadrement et l'akhiré, et que là, on est plus dans des tentatives de mise en avant, de mise à l'échelle du bâtiment par rapport à la rue, par des avancées qui mettent le bâtiment à l'échelle du passant, à l'échelle de la rue. Toutes les tentatives de brutalisme, on doit ce bel édifice où mes enfants ont grandi, heureusement pour eux, à Patrice de Mazières, et c'est une phase qui est très importante de brutalisme dans laquelle on a exposé et exprimé le matériau, béton, à travers des encorbellements généreux, à travers des saillies de la structure. Et voyez-vous, je reviens en arrière sur cette image. Je reviens vers cette image et la photo paraît intéressante, mais il faut se rapprocher de ce bâtiment. Il est en ruine. Pourtant, c'est l'un des édifices majeurs de l'architecture contemporaine au Maroc. C'est pour dire à quel point le système n'est pas prêt aux questions de sauvegarde. Et puis, subitement, sur cette image, vous allez distinguer un premier, un deuxième, un troisième bâtiment et un quatrième bâtiment. Et on a, étrangement, le hasard a fait qu'on a 4 ou 5 bâtiments qui sont tous émergents d'une époque différente. Ils sont exposés comme cela, des bâtiments extrêmement modernes avec les allèges détachés du plancher, des poteaux tronqués, des bâtiments détachés du sol pour laisser filtrer les passages publics. Des solutions extrêmement contemporaines, des balcons qui filent de bout en bout sur un édifice. On ne traite pas l'angle, on ne le traite pas, on fait la matière en continu. C'est-à-dire qu'on a toujours ce geste qui se continue, et on change de direction sans faire la tentative d'extraire un volume pour prétendre à un traitement d'angle. Je considère, par contre, je peux m'arrêter quelques secondes sur ce bâtiment. Je vous invite à aller l'observer de près. Je considère personnellement qu'on n'a peut-être jamais dessiné ou composé un bâtiment aussi puissant sur le plan esthétique, sur le plan de la valeur du volume que celui-ci. C'est mon choix. Je le revendique et je suis tout le temps ému en passant devant ce bâtiment. Il est sur la rue Patrice Lumumba, dans cette espèce d'éclatement de la rue. C'est un bâtiment que je trouve absolument sublime. L'image n'est pas très belle parce qu'on ne distingue pas véritablement la valeur des percements, mais c'est un bâtiment d'une plasticité vraiment que l'on retrouve très rarement dans les édifices majeurs. Celui-ci, pour moi, il est une quintessence de l'art de la composition. Il a une cour anglaise intéressante. Il a une cour anglaise. Il y a une cour anglaise, il y a le corps du bâtiment qui est détaché subtilement juste à travers une espèce d'ombre qui court sur l'ensemble. C'est un vrai délice. Bien, le bâtiment de la RTM qui reprend toute la rue. Et puis, devant la RTM, il y a une rue où se passent des choses absolument magnifiques. Voilà, on voit que ce sont des sédimentations qui se sont faites à travers en 30, 40 ans et que les expressions sont différentes. C'est probablement pas la même génération d'architectes. Je vais accélérer le pas si vous permettez. Pièce maîtresse dans la ville de Rabat, cette espèce de boîte qui a une force plastique phénoménale.
Bien sûr, ces images, quand c'est une wilaya, on a toujours les attributs revendicatifs et ils sont protégés du soleil. Hein. C'est la revendication planquée. Voilà une façon aussi, sur le plan typologique, de traiter les passages sous sabbat. Il y en a deux qui sont juxtaposés. Un élément légèrement en casquette qui laisse passer le vide par le dessus, mais on devine qu'il y a une tentative de continuité de ce passage public. Alors là, si vous venez à Rabat un jour, je vous communique mes coordonnées. Je me ferai un plaisir de vous promener sur l'avenue Hassan II. Il se passe quelque chose, parce que quand on est dans cette avenue, on est perturbé par les bus, par la pollution, par le système commercial qui se poursuit sur toute l'artère. Mais il existe dans cette avenue quelque chose de magique. Il existe des bâtiments qui sont en R+2. Et je pense que nécessairement, c'est quelque chose qui est probablement le résultat d'un corpus ou de prescription architecturale, parce qu'on est en R+2 de façon générale, et les architectes se sont exprimés de manière extrêmement contemporaine. Et je retrouve ce type de démarche dans de nombreux bâtiments à travers le revue, notamment. Alors c'est soit on est dans un système de percement et d'extraction de la matière du corps de la façade, et on va basculer dans les mêmes solutions, mais avec des jalousies, avec des persiennes, avec des encorbellements traités finement, légèrement en retrait par rapport à l'aplomb de la façade. Et on va avoir des choses aussi subtiles que je ne sais pas. Moi, un bâtiment comme ça, pour moi, c'est une référence de premier plan au titre de la composition et de l'équilibre, de l'expression architecturale. Si j'exagère, vous me le direz. Un nid d'abeilles transformé en lingerie. Bon, naturellement, le temps a fait... Par contre, Monsieur Vicry, excusez-moi de vous interrompre. Il vous reste 5 minutes de présentation. Comme ça, on passe à la prochaine présentation. Merci. On ne badine pas avec les jeunes. Hein. Bien. Pour mémoire, c'est l'avenue Hassan II. C'est Abdelrafi, je pense que tu connais parfaitement le circuit. En tous les cas, et puis là, ça c'est quelque chose qui est de cette même veine. Vous reconnaîtrez, il y a 3 ou 4 bâtiments, mais qui eux ont subi les aléas du temps et de la henna locale et la khiré. Regardez ce que ça donne. C'est assez navrant. Bien. On passe au deuxième. Là, on va aller peut-être un peu plus vite parce qu'il s'agit de mon travail. On passe au premier. Non, pas ça. Améa 1, Améa 2. C'est pas ça. C'est Améa 2. Il y a ici. Voilà, c'est bon. Je n'ai qu'à appuyer ici, c'est ça? J'appuie là. Bien. En quelques minutes, si vous le permettez, ce sont peut-être des images que je n'ai pas besoin de commenter, mais sachez simplement une chose, c'est que c'est un parcours, l'ordre de défilement des ouvrages est un ordre, on va dire, temporel, c'est-à-dire qu'il faut déceler à travers ces images et leur expression la manière dont j'ai approché la tâche de l'architecture à travers un certain nombre d'édifices, essentiellement de l'infrastructure
Bien. Le premier projet, l'aéroport d'Oujda Enged, où des tentatives d'arcade, c'était en 90, il y a à peu près 22 ans, ont été réfrénées par ma volonté de ne pas répondre à cette injonction par du métal, il a akhiré. Et puis à l'intérieur, on verra les entablements en acier, les structures tridimensionnelles. Le musée des arts et métiers du bois, parce que c'est vrai que dans cette agence, on a eu le bonheur de travailler sur deux projets majeurs dans le cadre de la restauration du patrimoine, à savoir le musée Njerin des arts et métiers du bois à Fès et la restauration de la mosquée El-Qarouiyine. Il est évident que quand on a traversé des expériences aussi fortes, couplées à des grands ma'alem extrêmement généreux et attachants, on en garde des traces. Et c'est pour cela que dans la majeure partie des projets que l'agence développe, il y a toujours cette notion de cœur, de centralité, où bat toute l'activité de l'édifice, que ce soit un aéroport, que ce soit une villa. Il y a toujours la recherche de quelque chose de très central. Aujourd'hui, c'est un des rares musées thématiques à travers le Maroc. La maison des enfants, où encore une fois, on a un vrai carré de 14 mètres sur 14, où par le truchement de cette circulation périmétrique, on a un véritable cœur de projet, un cœur de vie où se rassemble toute la famille. La blancheur est quelque chose que j'affectionne tout à fait particulièrement. Le grand stade de Casablanca, une histoire pas très heureuse, pas la peine de revenir sur ce sujet, et qui a fait, c'est je crois la première pierre du règne de Sa Majesté, c'était le 11 octobre 1999, puis les appétits sur le sol et les enjeux ont fait que ça ne s'est pas fait. Ça se fait avec d'autres confrères aujourd'hui, j'en suis heureux pour eux. L'aéroport de Fès-Seis, le jour de l'inauguration, excusez la qualité des images, et on voit progressivement comment, notamment à travers l'infrastructure aéroportuaire, on est dans une phase progressive de dépouillement. Ouarzazate, je n'aime pas beaucoup ce projet. Il fallait le montrer, parce que c'est pour dire que la contextualisation des projets peut se faire autrement, elle ne doit pas se faire comme ça. Alors ça, c'est le centre d'études nucléaires de la Mamora. Vous le savez, le Maroc dispose aujourd'hui d'un réacteur nucléaire. C'est un centre sur 24 hectares dans la forêt de la Mamora entre Kénitra et Rabat. Aussi, cette fois-ci, avec un cœur de projet autour duquel s'articule l'ensemble des édifices. Les laboratoires, ça c'est le réacteur, c'est une pièce assez importante où on a choisi de travailler les bureaux, les laboratoires, la halle du réacteur est derrière, elle fait 24 mètres de hauteur. Et on a esquissé des volumes en gradins pour atténuer de cette présence sur le site. Des matériaux traditionnels, on applique sur du bjmat gris. Le siège de la CNSS de Kénitra, encore une fois, un cœur de projet ici. C'est un bâtiment qui m'a valu les foudres de la direction générale de la CNSS et les gens d'architecture du Maroc sont passés un jour, alors que je refusais de peindre cet escalier parce que j'avais été violemment pris à partie par la direction de cet établissement, et j'avais arrêté de travailler, et les gens d'architecture de Selma sont passés, ils ont pris cette photo à mon insu, parce qu'ils ont publié le bâtiment sur un des numéros sur l'architecture. Ouais. Ils en ont fait la couve
couverture. Ça, c'est les médias qui parlent. Et j'ai été surpris de cela. Et effectivement, cette couve était... c'était cette image-là, avec un escalier orange, plissé, c'est du métal plissé. Et je me suis fendu d'un petit mot à l'égard de cette direction générale en lui envoyant une copie de cette édition. Le parti d'aménagement global de la vallée du Bourg-Grec, je vais passer assez rapidement dessus, même si c'est un projet majeur, mais qui nécessite probablement les projets d'aménagement de corniche. L'ensemble, les lauriers, où heureusement on a pu disposer d'une dérogation, pas en termes de surface, mais en termes d'ordonnancement fonctionnel, pour créer un patio, aussi un cœur de projet sous verrière. Ce bâtiment a été réalisé pour notre ami Hicham Garrouj. Il se trouve à Rabat. Là, c'est le patio central. Je passe sur les projets d'aménagement. L'ensemble CGI sur le Menzah à Rabat, où encore une fois on trouve au centre du dispositif toute une aire dédiée au rassemblement, dédiée aux loisirs pour les habitants. La Maison du Maroc à Paris, belle aventure de rénovation profonde, entreprise après celle que Paccard a initiée en 80. Donc on a repris de fond en comble cette maison, on l'a nettoyée de toute cette tripaille d'orange, de verre, de métal, de cuvettes, comment on dit, à la turque, de sanitaire à la turque. Aujourd'hui, c'est une maison qui respire la lumière simplement et la sobriété, avec quelques points d'ancrage dans les halls d'exposition et l'Akhiré. C'est les deux seuls espaces où on retrouve ce type de... Alors, un nouveau projet avec un nouveau cœur, c'est le dernier aéroport réalisé par l'agence, c'est l'aéroport de l'Husseima, où on retrouve ici au centre un jardin. Et c'est assez intéressant parce que, quel que soit le point dont on se situe, on voit le hall public, on voit la salle de départ, la salle d'arrivée. Et il y a beaucoup de blancheur aussi. Il y a un projet assez minimaliste, assez serein. Le côté piste, la résille qui protège de l'ensoleillement côté sud. La restauration de la mosquée Al-Qarawiyyin, c'est encore une histoire de bi-cœur cette fois-ci, parce que le cœur existe, c'est le sahn. Et le cœur, il est dans la valeur des gens qui ont travaillé, qui ont accompagné cette entreprise magnifique que je souhaite un jour à tout architecte marocain d'être associé à ce type de démarche, parce que c'est fondamental, c'est une toute autre perspective professionnelle. Et c'est là où je m'arrête pour dire que il y a un patrimoine en régression, il y a quelques opérations qui se font. La question que je me pose et que je soumets probablement à l'échange qu'on doit avoir, quand le pays considérera-t-il qu'au même titre que l'infrastructure aéroportuaire, ferroviaire, TGV, les grandes opérations d'habitat, quand le pays considérera-t-il que le grand chantier, c'est celui de la mémoire, c'est celui de la sauvegarde et de la restauration, pour le moins, des monuments les plus ultimes et les plus immémoriaux. Dans le Qarawiyyin, aujourd'hui le Qarawiyyin est fait, et je pense que ce type de projet a fait école. On nous a reproché d'avoir disposé ce type de sol, et je me souviens, Sa Majesté a posé une question au moment où je faisais la présentation, et il m'a demandé pourquoi vous avez enlevé le zélige du bas des piliers, et pourquoi on n'a plus droit à la couleur bleue, alors qu'en réalité
C'est une mosquée qui a beaucoup souffert de tous les responsables de gestion et de proximité immédiate, qui chacun selon sa disponibilité de matériaux, sinon le ma'allem li des transformations et des abus considérables ont été. Je pense qu'on a restitué cette blancheur, cet élancement, les lancements de ces fûts d'arcades. Le bâtiment est plus aérien, plus sobre, et le sol, et je me suis permis devant l'autorité supérieure à me baisser et à ramasser quelques fragments de zlige que j'avais découverts et soigneusement mis dans l'oreiller du chef de chantier pour ce jour-là. Et je les avais sortis et je les avais montrés comme étant quelque chose d'absolument indiscutable sur le plan du choix de ce revêtement, parce qu'il est très important dans l'expression de l'image de Qarawiyyin. Quand on ouvre tous les éléments de tourisme, le sol est bleu. Je passe rapidement sur cet hôpital qui est en cours d'achèvement sur le Seima. Yamaha, un projet que j'affectionne particulièrement, une boîte qui pénètre dans un fragment de muraille. Bab el-Bahr, une histoire que je partage avec un certain nombre de camarades que vous connaissez probablement, qui est un projet assez douloureux dans sa gestion, dans son expression aujourd'hui, mais qu'il faut terminer. Ça, ce sont les images du concours. Aujourd'hui, c'est le stade achevé de l'entreprise. Ça, c'est des images aujourd'hui sur le showroom disposé. L'aéroport de Ben Slimane. Le centre culturel de Fès. C'est une entreprise menée avec Rachid Endeloussi et Karim Aqsbi, architecte à Fès. L'opéra, le futur opéra. La future bibliothèque. Et tout cela dans la même écriture, dans la recherche d'un battement, d'un espace de rassemblement. C'est celui qu'on a choisi de mettre au centre, autour d'un plan d'eau et d'un élément de jonction entre les édifices. Un projet que je crois que c'est le dernier. C'est l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. C'est très simple. J'ai acheté une pierre il y a peut-être 30 ans qui est toujours restée sur mon bureau, qui est taillée, dans laquelle émerge une petite excroissance. C'est du zinc, je crois. C'est entre Imouzer et Ifrane. Et au bureau, on a fait une petite compétition. Mon fils y a participé aussi. Et je leur ai dit, voilà le projet, parce qu'il faut que ce soit un monolithe, il faut que ce soit strictement protégé de la lumière et strictement protégé du bruit. Donc, il faut que ce soit un bâtiment introverti, parce qu'on y manipule du son et de l'image. Et on a fait cette espèce de bâtiment avec un chœur, un rassemblement pour les étudiants. On a beaucoup travaillé sur maquette, et ça donne cette image-là. Je suis assez heureux. Aujourd'hui, ce bâtiment ressemble à peu près à ça, en gros œuvre, parce que c'est le stade d'avancement du chantier. Un nouveau cœur de projet, c'est un siège, nous sommes en phase APD, c'est une parcelle de terrain d'à peu près 1 hectare sur lequel on réalise deux bâtiments principaux avec un cœur central. Et c'est intéressant parce que le sol pour nous est une épaisseur, le sol est un socle. Et on a un garage sur la totalité de la parcelle, et à travers ces percements, ces émergences, parfois on laisse passer la lumière. Ça fait un parking un peu moins stressant, un peu illuminé naturellement, et on compte même peut-être y injecter des jardinières pour qu'émerge du sol un certain nombre d'éléments végétaux.
Ça, c'est l'image donc terminale de ce projet. Et je vous prie d'excuser mon retard.